Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents dans cette session qui va porter sur la mobilité urbaine et plus exactement sur cette équation de la mobilité urbaine. On aura l'occasion d'en discuter un peu plus précisément évidemment avec les personnes qui sont présents avec moi en tant que conférencier. Je vais les présenter très rapidement. Tout d'abord, nous avons Jonathan Seban, qui est directeur général de Sojaris à ma gauche. Sogaris, pardon, excusez-moi, Sogaris, je l'ai prononcé un peu vite. Ensuite, nous avons Bruno Hervé, qui est vice-président exécutif en charge des Smart and Resourceful Cities chez Suez, au sein du groupe Suez. Donc, on aura également l'occasion de lui poser quelques questions. Et nous avons également Jean-Louis Houpert, qui est directeur de la valorisation immobilière, des achats et de la logistique du groupe RATP. C'est bien ça, c'est parfait. Donc voilà, qu'on aura l'occasion du coup d'interroger effectivement sur ces sujets d'équation de la mobilité urbaine, qui portent finalement à la fois sur le challenge, le défi que représente la mobilité aujourd'hui, et évidemment la mobilité à l'avenir, avec un renforcement de plein de choses finalement, de personnes à transporter, de marchandises également à transporter, avec des défis toujours plus nombreux, notamment le changement climatique, comment l'intégrer finalement au sein de la mobilité urbaine, et quelles solutions, c'est les acteurs qui sont présents aujourd'hui ici, proposent finalement, quelles solutions technologiques, quelles solutions économiques, quelles solutions écologiques proposent-ils à ces nombreux défis que pose la mobilité urbaine aujourd'hui. Simplement, avant vraiment d'attaquer l'ensemble des questions, vous pouvez également poser des questions. J'essaierai d'en prendre une, deux, trois, si le temps le permet, en fin de session. Vous pouvez aller directement sur Slido. Vous avez les informations tout en haut de l'écran avec le code qu'il s'agit d'entrer pour pouvoir accéder du coup à cette room et pouvoir poser les questions. Et j'essaierai d'en prendre, comme je le disais, un maximum. Alors écoutez, pour ne pas vous faire patienter plus longtemps, je vous propose de commencer par quelques questions que je souhaite adresser à Bruno. Tout d'abord, notamment finalement sur ce concept de ville intelligente. Alors ville intelligente, ville connectée, ville numérique, c'est des termes qui reviennent assez souvent, qui sont aujourd'hui de plus en plus présents dans la conception, dans la gestion, dans l'exploitation des villes, des réseaux, des infrastructures également qui la peuplent, qui la composent finalement. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples finalement sur la manière avec laquelle Suez, j'allais dire, appréhende déjà finalement ce concept de Smart City, s'en empare, pour faire évoluer peut-être ces métiers historiques, avec peut-être au travers d'exemples concrets que vous pourriez nous décrire? Oui, écoutez, avec grand plaisir. Bonjour à tous. Il me vient à l'esprit un exemple très, très concret que nous opérons déjà depuis 1 an et demi. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est celui de la Smart City de Dijon. Et ce qui est original dans ce projet, c'est qu'il a été pensé d'une manière transversale, de manière à désiloter les différents services de la ville. Très concrètement, de quoi s'agit-il? Il s'agit de regrouper en termes de hypervision et supervision au sein d'un seul et unique poste de commandement centralisé un certain nombre de verticales. Je pense à l'éclairage public, je pense à la vidéosurveillance, je pense à la régulation dans le trafic et beaucoup d'autres, avec comme finalité, une fois que vous avez connecté tous ces équipements, de mieux faire travailler ensemble et de mieux penser la transversalité entre ces différents services. Évidemment, quand on pense et on planifie dans le long terme. Donc là, on est dans des concepts de ville sobre, frugale et efficace, mais aussi en temps réel. Et là, c'est là qu'on commence à évidemment rentrer dans des problématiques de mobilité. Par exemple, comment mieux organiser l'intervention des services face à tel incident sur la voie publique, un incendie, un accident de voiture, un camion qui s'est renversé, mais aussi une manifestation sportive, etc. Donc, désencombrer, mieux penser, optimiser, voilà des éléments clés qui tournent autour des problématiques de la Smart City. Pour répondre à votre question, j'ai aussi d'autres exemples qui me viennent à l'esprit. Je pense à par exemple ce que nous on a appelé toutes les logiques de Smart Trucks, c'est-à-dire de transformer l'équipement en un équipement mobile. Donc il s'agit d'un camion de collecte, tel qu'on en croise tous dans la rue. Mais puisqu'on a cet objet qui se déplace dans la rue, sachez qu'on a quand même
une flotte de 10 000 véhicules chez Suez qui apporte le service tous les jours. Donc on est vraiment au cœur de ces problématiques de mobilité. Et une des questions qu'on s'est posées, c'est bon, très bien, puisqu'on a ce camion, comment faire pour qu'il apporte de nouveaux services. Et l'idée, c'est en faisant un équipement mobile qui permet de capter de la data, c'est pour ça qu'on rentre dans les logiques du smart. Écoutez, il y a tout un certain nombre de choses qui sont extrêmement utiles aux villes, à la puissance publique et d'une manière générale aux citoyens. Je pense à, par exemple, identifier les déperditions énergétiques en mesurant les températures de surface, des défauts d'isolation, des fuites, etc. Donc faire vraiment la thermographie des façades. Mesurer le niveau sonore, c'est toujours un grand débat dans les villes. Des quartiers où il y aurait trop de bruit pour un certain nombre de raisons. Donc là, vous avez un objet qui passe là tous les jours, qui est mobile, et qui va vous permettre de capturer cette information. Évidemment, et j'y reviendrai après, monitorer la qualité de l'air, la pollution, les pollens, éventuellement, et ça commence à se développer grâce à des capteurs d'odeur, voir comment évolue donc ce qui pourrait être qualifié de nuisance olfactive par les citoyens. Évidemment, suivre l'état de la voirie, parce que là aussi, quand on passe tous les jours au même endroit, eh bien on a la possibilité assez unique de mesurer l'usure de la voirie, les endroits où elle a été abîmée, les endroits où il faut intervenir. Donc vous voyez, vous apportez grâce à des solutions de mobilité qui n'étaient pas forcément pensées en tant que telles au départ, ou en tout cas des solutions mobiles, ça c'est certain, un certain nombre de services nouveaux, additionnels, et ça grâce à l'irruption du digital et d'un traitement intelligent. Vous pouvez faire des données collectées. Très bien, merci en tout cas pour ces premiers éléments. C'est vraiment utiliser les outils numériques, les outils qui s'offrent à nous, finalement les technologies aujourd'hui, vraiment essayer de les greffer à ces métiers historiques qui sont les vôtres, pour finalement effectivement produire de la donnée et être peut-être au bon endroit, au bon moment, avec une connaissance fine de ces données en tout cas. Très bien. Et alors vous parliez de qualité de l'air, enfin vous l'avez un peu évoqué. Je crois qu'il y a des solutions justement que vous avez développées pour les collectivités, pour les opérateurs de réseau peut-être. Est-ce que vous avez aussi deux, trois éléments à nous partager ? Bien sûr. D'abord, juste pour rappeler le contexte, on est quand même face à un des enjeux absolument majeurs et capitaux quand on parle de vivre en ville et de penser le nouvel urbanisme. L'OMS dit que 91% des gens vivent dans un environnement où la qualité de l'air est dégradée. Je rappelle que ça représente à peu près 7 millions de morts prématurées par an, dont 800 000 en Europe. Donc évidemment, l'enjeu est absolument capital. Il y a plusieurs choses. J'y faisais référence tout à l'heure, donc il y a d'abord identifier le problème, donc le surveiller. Donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur des capteurs. Là, il y a plein de types de capteurs, mais on peut apporter des solutions de capteurs mobiles, donc première chose. Et évidemment, après, il y a le sujet du traitement des problématiques de qualité de l'air. Et là, on a développé un certain nombre de solutions qui peuvent être soit statiques, soit mobiles, elles aussi. Je vais me concentrer sur des solutions qui sont plutôt statiques. C'est toutes les innovations qu'on a développées autour de ce qu'on a appelé les puits carbone. Un certain nombre sont déjà installés, où là on fait jouer la photosynthèse avec des systèmes de microalgues. En fait, on va capturer du CO2 et filtrer certains des principaux éléments qui constituent la pollution de l'air. Je pense en particulier aux particules fines. Donc ça a été déployé, on en a certaines en déploiement dans Paris. Il y en a une d'ailleurs, place d'Alésia, vous l'avez peut-être vu déjà. On en a développé aussi un certain nombre dans des espaces plus confinés. Et ça amène d'ailleurs à des solutions qui sont encore plus efficaces quand vous vous situez dans un espace confiné, parce que le problème de pollution est bien plus impactant et bien plus prégnant. Donc nous avons développé avec la RATP dans une station de métro dans Paris. Je pense que Jean-Louis connaît bien le sujet. Donc dans une station de Paris, pour aller encore plus loin dans la capacité à filtrer, à capturer et à évacuer toutes les particules fines et tout ce qui peut être en suspension, qui est nocif en termes de qualité de l'air. On a inauguré la semaine dernière, là aussi, une solution qui a à peu près la taille d'un abribus dans une école pour créer une bulle d'air pur. Okay, dans un certain rayon. Donc voilà, un certain nombre de pilotes qui sont en cours. On est depuis 15 ans
en train de faire des efforts importants en termes de R&D sur les problématiques de qualité de l'air. On a près de 500 projets en interne autour de ce sujet-là. Donc là, je partage avec vous quelques pilotes, mais oui, bien sûr, sujet essentiel, capital, je dirais, sur lequel nous mettons beaucoup d'énergie. Nous pensons qu'on ne peut pas être un acteur de l'environnement si on n'est pas positionné sur ce problème-là. Et évidemment, c'est dans notre rôle de prestataire de service au service de la puissance publique de réfléchir, d'innover et d'amener des solutions autour de ça. Super, écoutez, merci en tout cas pour ces très beaux exemples. Donc on pourrait imaginer finalement des bulles d'air qui seraient un peu positionnées. Vous parliez d'écoles, vous parliez de stations de métro. Finalement, chaque équipement urbain pourrait voir ce type d'installation être positionné. Et puis on imaginait que forcément, collectivement, tous ces systèmes pourraient permettre d'assainir, si je puis dire, l'air urbain en fait. Ça pourrait être intéressant. Disons que là, il faut travailler, il faut anticiper le problème, il faut travailler à le réduire. Et là où on ne peut pas éviter l'occurrence du problème, donc je pense aux espaces confinés auxquels je faisais référence tout à l'heure, il faut seulement tout faire pour traiter. Et le message, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions, qu'avec un certain nombre de partenariats, on est en train de déployer, de tester. Et Jean-Louis, je pense qu'on peut confirmer à notre public que les résultats, pour l'instant, des pilotes sont très probants, très encourageants. Donc voilà, après, on va se poser la question du déploiement à plus grande échelle. Et alors, donc on peut capter ces particules fines, etc. Peut-être que, je ne sais pas si on pourrait un jour capter aussi les virus qui pourraient être présents dans l'air. Ce n'est pas forcément une question, ça peut être une réflexion. Je me dis que ça pourrait être utile en ces périodes compliquées qu'on a pu connaître. Très bien. En tout cas, merci pour ces premiers éléments. On aura peut-être une deuxième phase, ensuite un peu plus d'échanges, de regards croisés entre chacun d'entre vous. Peut-être, on a parlé de la RATP. Jean-Louis, j'aurais justement aussi quelques questions à vous poser, peut-être quelques réflexions qu'on pourrait amener ensemble sur cette équation de la mobilité urbaine, hein, cet ensemble de défis d'une part et cet ensemble de solutions d'autre part. Je parlais justement de cette actualité qui est forte, cette actualité qui est quand même particulièrement inédite avec une crise sanitaire qui a eu des effets majeurs sur la mobilité des Franciliens ces derniers mois. La RATP, évidemment, a été au cœur de ce sujet. Une question peut-être assez large, je pense, pour introduire le sujet, introduire les enjeux. Est-ce que vous pourriez nous dire, d'après vous, de quelle manière cette crise a défini l'équation de la mobilité urbaine? Est-ce qu'elle a renforcé finalement des défis qu'on connaissait déjà? Est-ce qu'elle en a créé de nouveaux, par exemple? Est-ce que vous aurez quelques éléments à partager là-dessus? Très bien. Si j'avais pris la parole comme c'était initialement prévu, c'est en mars, je pense, le MIPIM traditionnellement, je serais venu vous dire que la mobilité était un secteur en pleine expansion, avec un nombre de trajets qui était en prévision capable de passer de 243 milliards à 300 milliards dans le monde, soit une augmentation de 23% d'ici 2030. Mais vous parlant le 15 septembre, les deux pieds dans ce monde avec Covid, évidemment, on a un nouveau sujet qui s'est invité, avec dans toutes les grandes villes du monde une chute de la fréquentation du transport en commun. On est quelques chiffres, au plus fort de la crise, Madrid a perdu plus de 95% de fréquentation, New York 80%, Singapour 70%. À Paris, sur le réseau RATP, en juillet, on était revenu à 45%. À l'heure où je vous parle, on est à 65% sur métro et RER et 80% sur les bus. Mais c'est pour vous dire que ça revient très difficilement. Comment vous le dire de façon imagée? En quelques jours, on est passé du statut de mode de transport le plus sûr et le plus inclusif à un mode de transport dont on se détourne. Alors au profit du vélo, voilà. Tant qu'il fait beau, ça marche bien. Au profit de la voiture, beaucoup. Il suffit de se balader sur nos grands axes. Si la situation perdure, on pourra peut-être appeler ça une catastrophe écologique. Donc il faut absolument qu'on réussisse à reconquérir
le voyageur, le rassurer sur le fait que voilà, le mode de transport public est un mode sûr et écologique. Donc voilà, ça c'est un challenge qui n'était pas vraiment prévu. Et bien sûr, la mobilité urbaine et le transport public va jouer un rôle essentiel dans l'équation de la mobilité, puisque je ne crois pas savoir que le Covid va bouleverser la dynamique en faveur de l'urbanisation. Mais bon, les 600 plus grandes villes du monde regrouperont plus de 60% du PIB d'ici 2050. On aura en 2050 2,5 milliards d'urbains en plus. Donc en fait, la rareté de l'espace urbain, la polarisation de la ville, le changement climatique, tous ces défis qui sont déjà connus vont être au cœur de nos enjeux. Et je pense que le transport urbain a encore de belles heures, mais c'est vrai que là, on est en ce moment dans une période où voilà, il faut rassurer. Le groupe RATP entend jouer un rôle bien sûr important en étant un partenaire des villes. Alors qu'est-ce que ça veut dire, un partenaire important des villes? Ça veut dire répondre à la demande de ses habitants. Et puis ça veut dire accompagner la transformation de la ville. Alors répondre à la demande des habitants en ce moment, c'est déjà les rassurer sur le fait que quand ils prennent les transports, ils ne mettent pas leur santé en danger. Donc port du masque obligatoire, presque doublement du budget de nettoyage de tous nos modes de transport. Il faut leur assurer qu'ils vivront dans une ville propre, dont notre contribution, elle se voit et elle va se voir au travers de la transformation de la flotte de bus qui, d'ici 2025, sera complètement propre sur Paris. 4770 bus qui seront soit électriques, soit au biogaz, soit hybrides, avec toute la transformation que vous pouvez imaginer de leur centre bus. Beaucoup de choses sur la qualité de l'air. On a investi ces 4 dernières années presque 60 millions sur la performance de désenfumage de nos ventilateurs. Effectivement, on a cette expérience de ionisation positive là, sur la filtration avec Suez, petit clin d'œil. Voilà, on va généraliser le freinage électrique au lieu du freinage mécanique pour limiter bien sûr l'émission de particules. Donc voilà, il y a un gros momentum, de gros travaux pour répondre aux demandes des habitants. Et sur la transformation de la ville, là il faut parler d'une RATP dont peut-être on parle moins. C'est la RATP qui a une empreinte très impressionnante dans la ville, une empreinte souterraine impressionnante et aussi une empreinte hors sol. Donc plus de 100 centres industriels, 2000 km de fibres, 500 000 mètres carrés de tertiaire. On est le plus gros centre commercial de la région parisienne avec nos boutiques en station. Donc voilà, on a beaucoup d'atouts pour accompagner la transformation de cette ville. Et pour vous donner quelques exemples, on ne se contente pas de moderniser notre appareil industriel. On essaye depuis quelques années de déployer une stratégie d'insertion urbaine pour réinventer l'immobilier en lien avec la mobilité qui nous permet de transformer la ville qui travaille, l'atelier de maintenance de métro, le centre-bus, de le moderniser, de l'électrifier. Voilà, donc on s'occupe de notre industrie et en même temps qu'on s'occupe de notre industrie, on en profite pour créer du foncier dans la ville et construire au-dessus ou à côté de ces centres industriels des quartiers de ville, des logements, des équipements publics, des bureaux, alors toute la gamme de logements, depuis logement social avec notre filiale bailleur social RATP Habitat jusqu'au logement privé. Donc voilà, cette mixité fonctionnelle, cette mixité sociale et cet effort au service de la ville durable au travers de programmes très végétalisés, c'est notre engagement très fort. On a un programme qui s'appelle, on a choisi de l'appeler 4000 logements pour 2032. C'est un programme stratégique de l'entreprise qui consiste en fait au gré de la transformation de toutes nos empreintes à potentiel urbain.
On pense qu'on sera capable d'ici 2032 de créer 4000 logements, dont la moitié logements sociaux qui, au passage, je fais une petite allusion à la ville du quart d'heure, permettront à des agents RATP de se loger en ville, par exemple, pour venir démarrer les transports aux heures où on a besoin d'eux. Donc voilà, quelques exemples très concrets. Parfait, ben merci effectivement pour ces exemples riches et concrets. Donc ouais, je retiens vraiment RATP, un acteur historiquement, si je puis dire, de la mobilité, mais aujourd'hui un véritable acteur de la transformation de la ville, de son aménagement, avec des sujets divers et variés, depuis la qualité de l'air jusqu'à l'immobilier. Mais écoutez, parfait. En tout cas, merci encore pour ces informations passionnantes. Et alors, on a parlé évidemment de la mobilité des personnes. Je pense que le sujet de la logistique, le sujet de la marchandise est évidemment passionnant et on ne saurait parler de cette équation de la mobilité urbaine sans l'aborder. En introduction, peut-être juste avant des questions que je souhaite adresser à Jonathan, je voudrais simplement préciser une information qui est fortement liée à l'événement qui nous réunit aujourd'hui. C'est que Sogaris a été désigné lauréat des MIPIM Awards de 2018 dans la catégorie Best Industrial and Logistics Development pour son projet d'hôtel logistique Chapelle Internationale. Donc, si vous le souhaitez, évidemment, on pourra y revenir. Cet award vient finalement récompenser l'excellence de cet hôtel logistique multimodal et qui est situé, c'est peut-être là un des grands challenges que vous avez su résoudre au cœur de Paris, dans le 18e arrondissement. Donc, pour revenir peut-être sur cette notion plus largement de mobilité urbaine, est-ce que vous pourriez nous présenter la société, peut-être, en guise d'introduction, et puis nous expliquer de quelle manière les équipements développés par votre structure font partie de ces solutions au défi de la mobilité urbaine? On va essayer. Merci pour votre question. Bonjour à toutes et à tous. Je me permets simplement, en introduction, de le dire, c'est que la mobilité urbaine, c'est effectivement une équation complexe qui a quelques invariants. Il y en a un qui est quand même très clair, c'est que ça concerne à la fois les hommes et les femmes. Et c'est vrai que notre panel ne représente pas cette diversité, je le regrette. Mais bon, je sais que tout le monde y est extrêmement sensible ici, donc je le dis avec beaucoup de simplicité. Si j'en reviens à Sogaris, c'est effectivement une société foncière spécialisée dans la logistique urbaine, notamment dans le Grand Paris. Une société qui est cinquantenaire, puisqu'elle a forgé son histoire au début, à l'époque des grands travaux, donc c'était historiquement une société dédiée à de l'exploitation logistique, pour le coup, structurant les flux de marchandises arrivant par le sud vers Paris. L'histoire n'aura pas fonctionné aussi bien que prévu, puisque cette société a quasiment fait faillite et elle s'est finalement tournée progressivement vers l'immobilier logistique, avec la construction patiente et, me semble-t-il, intelligente. Il faut rendre hommage à celles et ceux qui ont porté ces projets-là, d'un patrimoine qui aujourd'hui atteint environ 700 000 m², principalement localisé dans le Grand Paris à 95%, et comme je le disais, qui, il y a 5 ans, a véritablement repriorisé sa stratégie autour de la logistique urbaine. Alors on va revenir sur ce qu'est la logistique urbaine aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a 2 grandes exceptions. Je dirais que dans ce qui est la communication institutionnelle des grands investisseurs logistiques, c'est principalement défini au fond par la nature de l'exploitation. Et la logistique urbaine, ça désigne un ensemble d'activités qui, de près ou de loin, concourent à la distribution et à l'acheminement des marchandises vers les centres urbains. Donc lorsque vous construisez un très grand entrepôt dédié au e-commerce, même s'il est très très loin d'une ville, c'est de la logistique urbaine dans, je dirais, l'acception internationale du terme. Pour Sogaris, c'est vrai qu'on est peut-être plus restrictif dans cette vision des choses, puisque pour nous, la localisation, l'emplacement est essentiel. Alors, c'est aussi lié évidemment à notre logique immobilière, mais aujourd'hui, nous nous concentrons véritablement sur des développements immobiliers qui sont situés dans la zone dense. Alors, pour le Grand Paris, on a coutume de dire qu'on travaille entre Notre-Dame et la 86, donc c'est évidemment une diversité d'échelles et au fond de typologie d'actifs qui est importante. Mais Sogaris, aujourd'hui, travaille au développement d'un réseau de sites, articulant à la fois des grandes plateformes, comme on peut en avoir à Rungis, à Créteil. Alors, ces grands entrepôts que vous croisez parfois lorsque vous vous baladez dans le Grand Paris.
Et puis à une échelle plus urbaine, vous aviez raison de le dire, on va développer des grands bâtiments comme un hôtel logistique, celui de Chapelle International en fait partie. Donc on va aller sur des programmations qui vont dépasser les 30 000, les 40 000 mètres carrés. Je pense aussi à un autre projet en cours dans le Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine. Et puis à une échelle encore plus fine, on peut aller développer des espaces vraiment dédiés à la proximité. Alors ça rejoint ce que disait Jean-Louis Houpert tout à l'heure sur la mixité au fond des fonctions urbaines, notre capacité à la fois à nous introduire dans des interstices de la ville et au fond à nous lier à d'autres fonctionnalités urbaines, parce qu'on sait qu'en ville le foncier est rare, il est cher de fait, et donc il faut réussir à développer ce type aujourd'hui d'activité. Alors on va y revenir, à la fois pour des logiques économiques. Il y a une demande en espace logistique qui est très très fortement liée au e-commerce, mais aussi pour des enjeux écologiques, pour des enjeux de politique publique, les collectivités locales, les acteurs publics locaux notamment, portant véritablement la réduction des flux les plus polluants, et singulièrement des flux poids lourds, comme une priorité de plusieurs de leurs politiques. Donc voilà ce que porte aujourd'hui Sogaris, juste à titre d'exemple, puisque vous m'aviez invité à en parler lors de la préparation de cet échange. Sogaris aujourd'hui travaille au développement d'un certain nombre de projets, et celui qui a vocation à sortir tout prochainement en novembre, c'est assez illustratif de ce que j'évoquais. C'est un site de 1000 m², donc il n'est pas très grand, mais néanmoins il est situé sous le boulevard périphérique, donc avec un enjeu aussi à la fois de qualité urbaine, d'insertion. On vient en plus réinvestir une sous-phase d'infrastructure, ce qui en soi est pas évident, mais on le fait, je dirais, avec au fond la capacité à venir vraiment maximiser à la fois le bénéfice économique, parce que on peut y faire venir évidemment des chargements les plus lourds possibles. La distribution se fait en véhicule propre, ça fait partie aujourd'hui des obligations que Sogaris impose à ses exploitants. Et donc, si vous voulez, on vient minimiser globalement le nombre de camions qui vont venir circuler dans des endroits très urbains. C'est le nord de Paris et c'est le sud de la Seine-Saint-Denis. Super, merci en tout cas pour cette présentation et ces exemples. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est notamment cet exemple d'utilisation, de réutilisation de la sous-face du périphérique. Je trouve qu'on est vraiment là, enfin, vous devenez un acteur de réappropriation, de requalification de ce qu'on a coutume d'appeler des délaissés urbains. Et finalement, je trouve que c'est intéressant de voir que les acteurs même de la logistique urbaine, finalement, prennent en main ce défi que représentent ces délaissés pour les intégrer à des projets plus larges. Effectivement, dans nos échanges préparatoires, on avait convenu finalement que chaque entrepôt était en soi un projet urbain à part entière qui réunissait énormément de compétences. Et peut-être pour compléter un peu finalement, donc ce qu'on constate, c'est que c'est sans doute de plus en plus d'exigences à intégrer, sans doute, dans la conception des entrepôts. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça ne complexifie pas les choses, d'intégrer peut-être plus d'exigences, des exigences plus locales, des exigences très, très urbaines, des exigences écologiques, architecturales? Comment vous gérez ce type d'informations peut-être plus multiples? On le gère bien, en tout cas on s'y essaye. Je dirais que pour comprendre aujourd'hui la gestion de cette complexité, qu'au fond on entend dépasser, et on la dépasse pas simplement nous, c'est une affaire entre le propriétaire et le bailleur. Il faut remettre en perspective finalement le moment que nous vivons avec ce qu'est aujourd'hui le développement de cette fameuse logistique urbaine. On est alors dans une séquence très particulière, les interlocuteurs avant moi l'ont bien détaillé. La logistique est finalement un secteur d'activité assez particulier dans ce contexte, puisqu'elle subit évidemment à la fois le choc économique que tout le monde connaît et dont on sait aujourd'hui la gravité et la nature très incertaine, mais elle est aussi au fond une espèce de secteur contracyclique avec, on l'a vu à la faveur notamment du confinement, le développement du e-commerce, de la livraison à domicile, qui au fond est venu, je dirais, se déployer, s'accélérer dans son développement, suivant une courbe tendancielle qu'on observait déjà depuis un moment. La logistique aujourd'hui, c'est finalement très largement porté par la transformation des modes de consommation. Le e-commerce, c'est à peu près 15% de croissance par an. Cette transformation des modes de consommation, elle induit une transformation des modes de distribution. Et donc c'est à la faveur, au fond, de ces transformations majeures, qui me semble-t-il en tout cas sont très structurantes pour ce qu'est
notre économie moderne, mais aussi ce que sont les économies urbaines, qu'aujourd'hui se construit un marché progressivement avec une demande d'espace logistique très forte. Et donc c'est ça qui nous permet à la fin des fins de pouvoir dépasser aussi cette complexité, et une offre qui reste très contrainte parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Jean-Louis Houpert l'a dit avant moi, le foncier est lui-même très contraint. En ville, il est de fait. La nature aussi, je dirais, de cette expertise, de ce savoir-faire qui lie à la fois la logistique et le développement urbain, elle se développe aujourd'hui, mais elle est peut-être, je dirais, peut-être assez balbutiement. D'où l'intérêt d'ailleurs à pouvoir s'allier, à pouvoir construire des partenariats comme on a su le faire avec la RATP et qui doit, je l'espère en tout cas, nous amener loin dans notre capacité à penser ensemble ce que peuvent être le devenir d'un certain nombre d'espaces immobiliers, fonciers dédiés à la ville. Mais on est véritablement aujourd'hui dans ce moment de bascule, qu'on ait quand même en tête ces chiffres-là. Aujourd'hui, à Paris, il y a 200 000 livraisons par jour. À New York, il y en a 1 million. Il y a une étude de JLL qui a été faite durant le confinement qui estimait que Londres, qui est en avance sur nous en matière de e-commerce, a sans doute connu avec le confinement une accélération de 3 à 4 ans de croissance du e-commerce. C'est 15% par an, je le dirais à l'instant. Et une maison qui se construit en Angleterre, dans la banlieue londonienne, c'est environ 7 mètres carrés d'entrepôt supplémentaires nécessaires pour pouvoir faire face à ses besoins en matière de logistique urbaine. Donc, je ne prends pas parti pour savoir si c'est bien ou c'est pas bien, je ne suis pas là pour poser ces débats-là. Je dis simplement qu'on est dans un contexte de très grande transformation aujourd'hui de nos modes de vie. Et ça génère un certain nombre à la fois d'éléments positifs, d'accord, que ce soit dans l'accessibilité, la disponibilité des produits pour celles et ceux qui y sont sensibles, mais ça génère aussi un certain nombre de nuisances. Et une manière à un moment donné de les circonscrire, c'est de travailler, en tout cas c'est notre conviction chez Sogaris, c'est de travailler au développement d'espaces immobiliers bien adaptés au travail des professionnels, mais aussi bien adaptés à ce que peuvent être aujourd'hui les exigences d'une vie en ville, plus apaisée, et notamment avec des enjeux, on le sait, de décarbonation, de travail sur cette réduction de l'empreinte environnementale de l'ensemble des activités productives. Parfait. Écoutez, merci pour toutes ces informations. Merci aussi pour ces chiffres, ces ratios qui, effectivement, sans chercher à savoir si c'est bien ou c'est pas bien, démontrent on ne peut plus clairement une dynamique énorme sur les sujets que vous portez, en tout cas. Je pense qu'on a tous des convictions, donc c'est pour ça que je ne suis pas là pour évidemment en parler, mais au-delà de ça, il y a des états de fait et je pense qu'il est effectivement important de pouvoir les objectiver. Oui, non, tout à fait. C'est important de savoir qu'effectivement, il y a cette dynamique qui est immense sur les sujets de logistique. Mais écoutez, tout d'abord, je vous remercie en tout cas tous les trois pour ces premiers ensembles d'informations et surtout ces exemples extrêmement concrets. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être des réactions, des regards croisés à apporter sur ce que les co-conférenciers ont pu dire. Peut-être un petit mot, parce que je fais partie d'une entreprise très traditionnelle, qui a peut-être une réputation d'être silotée. Et en fait, quand j'écoute Jonathan, ce que je me dis, c'est qu'en fait, on va rentrer dans un monde d'hybridation des usages, d'ouverture, de partenariat. Et quand chacun se pose sur son terrain de jeu et qu'on soulève un couvercle, on s'aperçoit du potentiel. Moi, j'aime bien toujours parler de l'exemple du centre-bus que je trouve, pour une ville, un truc incroyable. On a 10 centre-bus, on a 25 centre-bus sur le territoire Paris-Île-de-France, territoire RATP. Il y en a 10 dans Paris. Un centre-bus, c'est plein la nuit, puisque les bus sont au repos. C'est vide la journée. 2 hectares fois 10 centre-bus dans Paris, vous avez 20 hectares libres en journée. Donc voilà, je pense il est grand temps d'ouvrir, d'essayer de mixer les usages, de réfléchir à l'utilisation de ces mètres carrés vacants. Je vais prendre un autre exemple de centre-bus. Vous avez dans le 18e, à quelques pas d'ici, un centre-bus qui s'appelle Béliard. C'est un parking à ciel ouvert, complètement bétonné, imperméabilisé. Qu'on va complètement transformer. On va faire apparaître 2000 m² de pleine terre pour faire un jardin. On va rationaliser le centre-bus et le recouvrir pour faire 25 000 m² de logements, de commerce, d'équipements publics. Bon, voilà, je pense que on est rentré dans l'ère du désilotage et dans l'ère de l'hybridation. Voilà, j'avais envie de faire petite remarque. Effectivement, c'est extrêmement intéressant. De toute façon, en échangeant avec vous, ce que je me dis, c'est qu'il faut peut-être un des éléments, parmi les nombreux éléments que vous avez pu évoquer, qu'il faut peut-être retenir sur la manière de résoudre tous ces défis. Mais finalement, c'est peut-être cet aspect partenarial, c'est peut-être cet aspect coopération. On l'a vu avec Suez, on l'a vu avec la RATP, on l'a vu également avec
avec Sogaris. Finalement, c'est peut-être ça, cette manière de trouver les bonnes personnes, les bons métiers, savoir faire cette espèce de puzzle finalement, parce que je pense que la solution n'est pas forcément unique, n'est pas mono-métier, n'est pas mono-savoir-faire, mais elle est bien multi-savoir-faire, et on le voit bien avec les exemples d'hyper, de combinaires, etc., pour ne citer finalement, une des solutions vient peut-être de ces associations, de ces partenariats. Oui, allez-y. Peut-être pour rebondir, hein, c'est que je pense que la construction de la ville aujourd'hui a fait état d'une forme de complexité accrue. Alors elle est liée à la convergence des enjeux techniques, on le sait, hein, des enjeux financiers aussi, parce que aujourd'hui, avoir la capacité de développer de l'immobilier en ville, c'est aussi derrière la capacité à aller chercher un certain nombre de fonds. Et donc, à tout point de vue, la coopération est essentielle. Je pense que c'est d'ailleurs peut-être un des acquis de cette séquence sur le Grand Paris, ou à la faveur d'un certain nombre d'appels à projets, de concours. Au fond, les divers secteurs de l'immobilier, de la promotion au développement, et se sont à la fois alliés entre eux, mais ont aussi trouvé un intérêt réel à s'allier à d'autres acteurs puissants, techniques, connaisseurs de la ville, comme la RATP, comme Suez, comme on en a bien d'autres ici, bien entendu. Voilà, si on sait pouvoir, au fond, exploiter, capitaliser sur ce qui me semble-t-il l'acquis de cette séquence, on saura sans doute aller plus loin. L'élément qu'il faut, à mon avis, garder en tête, c'est que les processus de transformation sont extrêmement rapides, extrêmement diffus aussi. C'est ça qui est pour nous difficile. Donc, on est toujours, au fond, à lutter quelque peu contre le temps, avec notamment des dynamiques qui parfois nous dépassent, qui en plus, Jean-Louis l'a bien dit tout à l'heure, nous font dévier, comme évidemment la crise que nous connaissons aujourd'hui. Ça renforce d'autant plus l'intérêt à pouvoir travailler à plusieurs, c'est clair. Très bien, merci pour cette réflexion. N'hésitez pas si vous souhaitez des questions. Je n'en vois pas encore sur mon écran. Je vais poursuivre les questions auprès évidemment de nos conférenciers, mais en tout cas, n'hésitez pas. J'aurai plaisir à en prendre une ou deux. Vous parliez, Jonathan, du Grand Paris. Je pense qu'un autre, sans doute un autre défi, ils sont nombreux, mais peut-être celui-ci est intéressant de mentionner, c'est peut-être finalement une évolution des échelles de travail, si je puis dire, effectivement des échelles de travail sur le projet urbain, sur la mobilité, etc. Enfin, la métropole du Grand Paris est finalement peut-être cette nouvelle échelle que l'on commence à appréhender depuis ces dernières années, et évidemment qui sera une véritable échelle de travail dans les années à venir. Est-ce que ce changement finalement presque géographique, finalement, on est quand même sur des surfaces, on est quand même sur des communes bien plus nombreuses, sur des interconnexions peut-être entre plusieurs communes, plusieurs échelles. Est-ce que ça peut impacter, j'adresse peut-être plus largement la question, est-ce que ça impacte vos métiers, est-ce que ça les impacte aussi peut-être, est-ce que les effets sont aujourd'hui, est-ce que les effets sont plutôt pour l'avenir? Est-ce que vous avez peut-être des réflexions à partager là-dessus? Je pense que en ce qui nous concerne, c'est évident. Sans paraphraser ce qu'ont dit Jean-Louis et Jonathan, on est passé d'une économie de l'infrastructure à une économie des usages et des fonctionnalités. On représente 3 maisons dont l'ADN était très pensé infrastructure, grand projet, avec des savoir-faire en termes de capacité à designer, à intégrer et à opérer ces infrastructures dans la durée, du mieux possible, et en s'améliorant année après année. Et maintenant, il faut qu'on renverse notre capacité à penser les projets et mettre d'abord usage et fonctionnalité, et après, parce qu'il faut quand même faire les choses, revenir sur cette capacité à piloter des grands projets, mais qui sont de 3 natures différentes, mais les savoir-faire cœur, ils sont là. Donc, comment amorcer ce virage? Comment changer nos processus? Comment accompagner nos équipes dans leur capacité à faire cette mutation ou cet élargissement, on va dire. En tout cas, on l'a très bien vu dans ce qui a été dit jusqu'à présent. Énergie, environnement, mobilité, à un moment, c'est vraiment des problématiques qui interagissent entre elles, qui sont extrêmement liées. De là à dire que c'est le même métier, peut-être un pas qu'il ne faut pas
Mais ce n'est peut-être pas la question. Ce qui est très intéressant, c'est de réussir à avoir une vision holistique de toute action qu'on va entreprendre, en pensant aux externalités positives, en faisant très attention, je pense que Jonathan l'a très bien rappelé dans son rôle de maîtrise d'ouvrage, ce qu'il impose aujourd'hui dans ses projets, c'est de vraiment réfléchir aux externalités dites négatives qui n'étaient pas perçues en tant que telles il y a ne serait-ce que 5 ans. Okay. Donc tout ça, c'est amené à des nouvelles manières de travailler, et je trouve qu'on rentre dans une époque absolument passionnante et enthousiasmante. Allez-y, oui, bien sûr. Peut-être pour compléter ce que disait Bruno, il me semble qu'aujourd'hui, un des éléments structurants au fond de la réflexion sur la mobilité urbaine, c'est évidemment le phénomène de métropolisation, qui derrière vient construire ce nouveau terrain de jeu, qui fait qu'au fond, on trouve tous notre pertinence à la fois dans le savoir-faire qui est le nôtre, mais aussi dans le dépassement. Voilà, et c'est ça où la coopération est centrale. Il me semble que la métropolisation, et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est quelqu'un comme Daniel Béard, par exemple, qui le pose très bien, c'est aussi derrière le fonctionnement en réseau. Et me semble-t-il, en tout cas, pour Sogaris, et donc pour notre sujet qui est l'immobilier, le fonctionnement en réseau, c'est précisément la construction d'un raisonnement et d'une valeur ajoutée à plusieurs échelles. C'est-à-dire à la fois être en capacité de pouvoir évidemment développer l'immobilier en tant que tel. On l'a dit, c'est des enjeux qui peuvent être ultra locaux, avec des questions d'insertion urbaine qui sont ultra précises. Mais c'est aussi la capacité à un moment donné à poser le déploiement d'un réseau de sites dans lequel au fond on va construire aussi je dirais une commercialité importante à la fois pour les professionnels de la distribution et de la logistique. Je le dis tout à l'heure, il y a une demande qui est très forte, mais on va aussi pouvoir répondre à des attentes du strict point de vue, par exemple, de la réduction de l'empreinte environnementale. Ça se pose à l'échelle d'un réseau de sites et singulièrement à l'échelle du Grand Paris. Donc il me semble que c'est aussi une bonne manière de répondre à la question que vous posez, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir travailler aux différentes échelles et en tout cas à pouvoir apporter une solution à des problèmes complexes qui, eux, par construction, se posent aux différentes échelles d'action. Parfait. Écoutez, j'ai envie de dire une parfaite conclusion qui, je trouve, résume vraiment les mots-clés de cette session qui se termine. Et voilà, j'en profite en tout cas pour remercier vraiment très sincèrement nos 3 conférenciers pour leur présence, évidemment, tout d'abord, leur temps et leur partage d'expérience, leur partage d'exemples concrets et leur partage une certaine forme de vision passionnante sur cette équation de la mobilité urbaine, ces défis en tout cas qui s'offrent à nous, j'allais dire demain, mais qui s'offrent à nous déjà dès aujourd'hui. Merci à tous en tout cas, merci pour votre présence. Et puis je crois qu'on a un petit temps de pause avant la prochaine session. Merci beaucoup. Merci beaucoup.